Alors, bonjour, je suis ravie de vous parler de médecine et de santé intégrative. Ça fait pas mal d'années que ce sujet me passionne et c'est intéressant parce qu'après avoir écouté Mohamed, en fait, vous avez compris, hein, ça va être un peu le leitmotiv aujourd'hui, c'est que notre santé, elle dépend de multiples facteurs et dont beaucoup de facteurs finalement pour lesquels on n'était pas très attentif jusque-là. Enfin, moi, dans mes études de médecine, on m'a pas trop parlé de tout ça finalement. Et donc, puisque c'est polyfactoriel, et ben forcément, la réponse, elle va être également polyfactorielle. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas peut-être juste donner une molécule chimique, ça ne va pas tout résoudre. Et donc, ça va faire le lien avec ce qu'on appelle finalement la médecine intégrative. Alors, j'essaie de vous partager ça. Je vous ai mis juste en introduction quand même des phrases qui ont été dites il y a beaucoup de siècles par Hippocrate et qui nous rappelaient finalement l'importance de notre environnement, de notre équilibre corps-esprit et de notre alimentation. Donc vous voyez finalement la boucle se referme. Alors même si ça a déjà été dit, peut-être avec d'autres éclairages, je vais redire quelques mots sur qu'est-ce que c'est la santé et la maladie, on en a déjà parlé. Quels sont les constats aujourd'hui, hein, moi, je travaille en pédiatrie et donc je ne peux que rebondir sur ce qui a été dit sur les pathologies qu'on voit déjà apparaître chez les enfants, qui personnellement m'inquiètent énormément. Quand on voit des jeunes enfants qui ont des foie gras, quand on sait que l'augmentation du diabète du petit est en augmentation, que les maladies inflammatoires de l'intestin de l'enfant sont en augmentation, que l'autisme, on parle d'épidémie, enfin, tout ça, voilà, ce sont nos enfants et les choses évoluent assez vite. Et puis donc, du coup, avec ça, qu'est-ce que c'est que finalement la médecine intégrative, comment on peut penser ce concept? Alors, sur un siècle, c'est vrai que les grandes épidémies, a priori, sont jugulées, encore qu'on nous en annonce quelquefois, mais enfin, entre l'hygiène, les antibiotiques et les vaccins. Et par contre, il y a ces fameuses pathologies environnementales qui augmentent et qui sont pour beaucoup liées donc à notre modification de l'alimentation. J'attire votre attention, l'alimentation, il y a deux éléments. Il y a la modification de notre façon de nous alimenter. Quand on voit par exemple la consommation de sucre par individu sur un siècle, la façon dont elle a augmenté, c'est phénoménal. Les produits transformés, le fait de manger beaucoup plus de viande, de laitage, de protéines d'origine animale et moins de végétaux, et en même temps l'alimentation qu'on fournit aujourd'hui qui est très appauvrie. Hein, c'est-à-dire que même si on mange beaucoup de fruits et légumes, ils n'ont pas du tout la même valeur nutritionnelle qu'autrefois. Et alors bien sûr, au-delà de l'alimentation, compris est un élément majeur, il y a l'exposition à tous les toxiques, il y a le stress, alors un stress aigu, il y a un lion qui se présente, on se met à courir, c'est ok, mais quand le stress est là permanent, il épuise nos réserves et il va également avoir un impact sur nos petits ARN. La sédentarité, on est beaucoup plus sédentaire qu'il y a un siècle et on dort moins. Les statistiques disent qu'on dort 1 heure de moins. En fait, c'est aussi un moment pour se régénérer. Et donc, un élément qui est très important par rapport à l'alimentation, et on en reparlera sûrement, mais c'est ce rôle central quand même de notre intestin et de nos petites bactéries. Vous savez qu'on est colonisé, on cohabite avec beaucoup de bactéries. Tous les mois, on a des nouvelles informations qui sortent sur, il y en a dans l'intestin, mais finalement il y en a sur la peau, et puis il y en a dans notre poumon. Alors moi j'avais appris que les poumons étaient stériles, et puis il y en a peut-être même dans notre cerveau. Et donc il y a tout cet équilibre qui est bénéfique pour nous, à condition de bien traiter ces bactéries, et pour bien les traiter, c'est en particulier en s'alimentant bien. Voilà, qui vont faire le lit, quand il y a un déséquilibre, ça va faire le lit de cette inflammation chronique dont on vous a déjà parlé. Il y a aussi l'augmentation des maladies mentales, les dépressions, les autismes, etc. Et donc au fil du temps, l'espoir de vieillir et de mourir en bonne santé s'amenuise dans les populations. Alors, la santé, là aussi, ça a déjà été dit,
C'est une approche quand même qui est subjective, hein, puisqu'il y a des tas de déterminants, et suivant la culture où on est, on va avoir sans doute une vision un petit peu différente. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, dans notre médecine occidentale, pendant longtemps, on disait que c'est l'absence de symptômes, l'absence de signes visibles. Et puis on est en train de voir que le silence des organes, on disait aussi, et on est en train de voir que finalement il y a plein d'autres déterminants, et en même temps on ne sait pas trop comment faire la cohésion par rapport à tout ça. Et puis pour un certain nombre de cultures qui ne sont pas forcément la nôtre, c'est une quête beaucoup plus globale, la santé, hein. C'est l'équilibre évidemment de notre corps, de notre mental, de nos émotions, et pourquoi pas aussi de notre spiritualité. Voilà, et vous savez qu'il y a des systèmes de santé très organisés qui sont différents des nôtres, comme par exemple, là je vous ai mis la médecine chinoise, Ayurveda, mais enfin il y en a d'autres, qui parlent vraiment d'un équilibre entre toutes ces parties, et c'est quand l'équilibre est rompu que on va tomber malade. Et donc ça a été dit aussi, mais la santé, l'essentiel de notre santé, mais aussi de ce qui la fragilise, se passe tout à fait en dehors de la médecine et des cabinets médicaux, ce qui va amener, je vous le redirai, à une grosse responsabilisation collective et individuelle. Voilà, et donc là on l'a déjà dit aussi, notre santé, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de déterminants sur lesquels on peut agir, puisque finalement la génétique ou l'accès aux soins, c'est une partie plus modeste, et que notre environnement, donc ça va être peut-être un engagement plus collectif pour l'améliorer, et nos comportements. Donc là, c'est vraiment un très gros changement de paradigme, puisque c'est plus la faute à pas de chance, c'est qu'est-ce que je fais dans ma vie, pour moi, pour mes enfants, pour maintenir et entretenir mon capital santé. Alors c'est vrai que quand on demande à un soignant qu'est-ce que c'est la santé et la maladie, c'est pas la même que celle du patient. Si vous écoutez vos patients, vous verrez. C'est vrai que nous, du point de vue du soignant, voilà, il y a un organe qui est malade, il y a un système qui ne marche plus. Si on se place, par exemple, chez les Chinois, il y a un déséquilibre global, très bien. Et on utilise beaucoup des protocoles, hein, pour vous avez un cancer, vous entrez dans le protocole, voilà, tout le monde a priori le même, telle maladie, tel protocole, et que la guérison, c'est la guérison des symptômes. Et en même temps, quand les patients, je croisais ce matin une collègue, la cancérologue, qui me disait, mais en fait, quand le patient, moi je fais mon boulot de cancérologue, mais quand le patient me parle de, il est fatigué, puis il ne sait pas quoi manger, et puis il n'a pas le moral, et en fait, moi, médecin, je suis super embêtée, je ne sais pas quoi dire. J'entends bien qu'il y a peut-être d'autres choses à faire et à proposer, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, n'oubliez pas que donc, toutes ces maladies chroniques qui sont émergentes et qui nous inquiètent aujourd'hui, elles sont longtemps silencieuses, hein, ça se prépare. On parlait des jeunes enfants et même du temps de la grossesse. Là, je crois qu'il y a une prise de conscience vraiment importante. Voilà, alors maintenant, si on demande aux patients, c'est quoi la maladie? Vous savez, vous êtes en bonne santé, vous allez faire une mammographie, puis vous ressortez, vous avez un cancer du sein. Alors que vous vous sentez bien, et là c'est le tsunami, hein, c'est quelque chose qui va générer beaucoup de peur, éventuellement d'isolement. Il va y avoir, soit par la maladie, soit par les traitements, beaucoup de souffrance, à la fois physique et psychique, et ça va remettre en cause plein de choses. Il y a vraiment un avant et un après, et les patients, c'est eux en fait qui nous obligent aussi à évoluer, c'est qu'eux ils demandent, certes qu'on leur donne la bonne chimie ou la bonne opération, mais peut-être qu'on les aide dans d'autres dimensions de leur être pour retrouver un équilibre, bien sûr, pour préparer le retour à l'autre vie, parce qu'une fois qu'ils vont être soignés, équilibrés, il va forcément y avoir des changements, des aménagements peut-être dans leur vie. Et puis surtout, ils veulent donner du sens. Alors, c'est pas du sens à cette maladie-là, mais c'est du sens à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et là, je pense que c'est dans toutes ces demandes-là que les fameuses interventions non médicamenteuses dont parlera tout à l'heure Grégory Nino vont aider peut-être à donner du sens à l'expérience que vit le patient. Voilà, et la guérison, c'est pas juste, tiens, je fais une prise de sang, j'ai plus telle anomalie, trop de cholestérol ou de sucre, mais c'est tout un processus de transformation, c'est quelque chose de dynamique, et
sur la durée. Je parle bien sûr des maladies longues. Hein. Et donc les enjeux, ben lui évidemment le patient il veut être bien soigné, hein, il veut que la médecine lui donne tous les bons médicaments, les bonnes interventions, mais il veut de plus en plus avoir donner son choix, participer disons à la décision collégiale du soin, être donc écouter et décider s'il veut se soigner et dans quelle mesure. Et puis il va être accompagné donc dans toutes ces dimensions parce que ben, voilà, il va être stressé, il va plus savoir comment il doit s'alimenter, il va moins dormir, il va sentir beaucoup de fatigue et tout. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Et là souvent le médecin lui dit écoutez ça, débrouillez-vous, c'est pas mon domaine. Et puis il veut une relation, c'est-à-dire que j'ai croisé encore récemment des patients qui avaient été bien soignés, ils avaient une maladie de Crohn, ils avaient eu les bons médicaments, mais ils n'avaient pas eu le temps un peu justement d'écoute, on dit la relation qui soigne, c'est-à-dire le dialogue aussi avec le soignant. Et ça fait autant de bien, sans doute que, enfin en tout cas c'est complémentaire. Voilà, et puis souvent, si on est honnête, on est nous-mêmes des malades potentiels, et donc on n'est pas si différents en fait. Alors on essaye, le médecin pour se protéger, mais souvent de distance, hein, de la distance avec le patient, mais finalement, est-ce qu'une relation plus transversale, au lieu d'être pyramidale, ne serait pas utile pour les deux? Et surtout pour stimuler les ressources. Parce qu'on a des ressources de guérison. Vous avez vu tout à l'heure en épigénétique, on peut changer l'orientation, mais il faut encore nous aider, nous montrer les pistes pour mettre en route tous ces processus. Et je lisais récemment un livre d'un anthropologue là, qui disait les facteurs de rétablissement, bon, outre bien sûr voilà, mieux manger, etc., c'est retrouver son pouvoir d'agir, plutôt que de se sentir complètement paralysé, ben voilà, il faut que je prenne des médicaments, il faut pour mon père et après. Donc le pouvoir d'agir, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté pour améliorer ma santé? Le tissu relationnel, on en a parlé aussi, hein, le lien social, le lien avec les soignants bien sûr, et puis voir qu'on n'est pas réduit à l'expérience qu'on vit. Je ne suis pas juste un cancer, je suis quelqu'un qui vit cette expérience-là, qui va avoir du coup une nouvelle image de soi, éventuellement avec des traces dans le corps. Qu'est-ce que je fais de cette expérience et comment je vais la surmonter, on dirait la métaboliser. Alors aujourd'hui, notre médecine, vous savez, elle est géniale, hein, il y a des progrès quotidiens dans l'infiniment petit, dans la chirurgie de haute technicité, on a des molécules très puissantes. Bon, mais tout ça c'est assez encadré, ça marche bien dans l'aigu surtout, ça a un coût aussi très 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 élevé. Et quand on voit que nos maladies chroniques sont en augmentation, on se demande à quel moment il va y avoir la rupture qu'on ne pourra plus assumer toutes ces dépenses-là de santé. Notre population vieillit, bon, ça c'est un scoop, et voilà, donc les pathologies augmentent, comme je vous le disais, y compris chez les enfants. Moi je suis vraiment en première ligne pour le voir au quotidien et je trouve ça extrêmement préoccupant. Les médecins en particulier, enfin les soignants mais les médecins en particulier, c'est vrai que dans nos études, on n'est pas vraiment formés à cette vision élargie des ressources pour aller en santé, enfin pour maintenir notre santé ou pour la retrouver, et quels sont les déterminants qui la fragilisent. Donc ça, on ne connaît pas bien. Et bien sûr, la prévention, voilà, on n'est pas encore... Enfin, ça va être amené certainement à se développer. Là, je vous ai listé ce qui a été dit aussi. Hein, c'est même pas des évolutions ou des connaissances. Pour moi, c'est des révolutions. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de l'apport des neurosciences dans la compréhension du fonctionnement de notre cerveau. L'épigénétique, voilà, on a entendu parler, hein, que finalement notre ADN, bonne nouvelle, n'est pas figé. Le rôle de ces fameuses bactéries, on en a plus de 2 kilos, je ne sais pas si vous imaginez le poids d'une bactérie, on en a quand même 2 kilos dans le corps, elles sont plus nombreuses que le nombre de notre cellule, c'est complètement vertigineux, et voilà, le but c'est de vivre en bon équilibre, on les nourrit bien, et puis en échange, elles vont nous aider aussi à bien vivre. Bon, les autres microbiotes, tout ça, ce sont au niveau du cerveau aussi. Je ne sais pas s'il y a un livre qui s'appelle L'homme glial qui raconte un peu tous on pensait qu'il y avait des neurones et puis dessous il y avait du gras, hein, le gras qui soutenait les neurones, qui ne servait pas à grand chose. En fait, le gras, vous l'avez compris, hein, si vous le nourrissez avec du mauvais gras,
il va pas bien faire son rôle, cette glie, elle facilite les transports d'informations entre nos neurones, elles vont les nourrir. Voilà, c'est aussi des notions qui sont récentes. Et ce que je trouve très intéressant, et là ce week-end, ça a été, vous avez peut-être entendu parler de la manifestation de la poule et verte à Nice, qui a mis encore plus en évidence l'interdépendance qu'il y a. Tout est lié, c'est plurifactoriel, mais c'est lié à notre santé, à notre environnement, à l'état de notre planète, de notre air, de notre eau. Voilà, donc tout ça, forcément, ça peut pas nous... C'est des constats, c'est un peu vertigineux, mais ça va forcément nous amener à modifier notre façon d'être et d'appréhender la santé. Et donc c'est dans toutes ces réflexions-là qu'est né ce fameux concept dit de médecine intégrative. Alors c'est un néologisme, parce qu'il n'y avait pas de mot intégré, intégratif. Vous l'avez compris, ça intègre beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois toutes les dimensions de l'humain, et pas que le corps physique. Ça intègre beaucoup de leviers pour stimuler ou réparer notre santé, qui ne sont pas que de la chimie ou de la chirurgie. Et c'est, en général, ce n'est pas une personne toute seule qui va faire ça, ce sont des équipes pluridisciplinaires. C'est pour ça qu'on passe d'une forme de pensée un peu pyramidale, il y a le docteur qui sait, puis dessous on exécute, à une forme beaucoup plus transversale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est dans le domaine de la santé, mais vous voyez que dans le domaine des entreprises, etc., on est aussi dans cette évolution-là sociétale. Alors, vous voyez, le pont est en train de se faire, il est encore un peu caché, un peu fouillis, mais on va forcément, enfin, à mon sens, y venir. Donc, depuis les années 70, ça a émergé un peu aux USA, dans la mouvance aussi du droit des femmes, de la justice sociale, etc. Et c'est depuis vraiment les années 90 qu'il y a eu des médecins qui ont vraiment parlé de ce mot intégratif. Alors, ça s'est beaucoup développé aux USA. C'est enseigné dans de nombreuses facultés. Il y a un diplôme de santé intégrative quand même qui est officiel. Le problème, c'est que ça a quand même un coût pour le patient, parce que pour l'instant aux USA, c'est beaucoup développé dans le privé. Donc, si vous voulez aller vous faire soigner sur le plan intégratif, il faut avoir de l'argent. Mais il y a des études qui sont super intéressantes. Par exemple, j'en lisais une hier soir où il disait que pour un diabétique, sur un trajet classique du diabète, de la personne qui a un diabète de type 2, on arrivait à un coût, je crois, de 30 000 $ sur 30 ans d'évolution. Et dès l'instant où il intégrait d'autres outils pour mieux se nourrir, pour mieux bouger, pour améliorer ses autres facteurs de risque, puisque tout est lié, on passait à 9 000 €. Donc là, il y a un enjeu de santé publique. Et au début, on se disait, bon, est-ce que c'est vraiment efficace de faire tout ça, parce qu'ils sont gentils, mais finalement, maintenant, aux États-Unis, ils disent plus du tout ça, ils disent, c'est efficace, c'est sûr, mais maintenant, comment on va former les soignants pour que ça devienne vraiment une manière de fonctionner. Donc, c'est associé. Alors là, donc, la médecine intégrative, on va associer le meilleur de l'allopathie, de notre médecine dite, qu'on appelle d'ailleurs biomédecine, c'est amusant parce que je ne sais pas si elle est très bio, mais enfin, on appelle comme ça. Et puis, toutes les équipes pluridisciplinaires autour qui vont pouvoir intervenir pour faire avancer ce patient vers la santé. Et tout ça, c'est, on parlait de la médecine personnalisée, en général, un patient va avoir une approche un petit peu singulière et il va avoir aussi sa place pleinement dans cette équipe pluridisciplinaire pour dire, moi, ce que j'aime, qui me fait du bien, c'est vraiment d'être massé. Il y a un autre qui va dire, non, moi, elle est touchée, ça ne gêne pas du tout. Mais par contre, elle est dans un groupe de parole où je vais pouvoir exprimer et rencontrer d'autres patients, experts, etc. Ça va m'aider. Donc ça se co-construit avec le patient. Et comme vous savez, nous sommes des êtres uniques et très complexes, et donc forcément, ça paraît logique de proposer une approche complexe aussi, c'est-à-dire systémique. Alors on parlait tout à l'heure d'Ottawa, il y a des tas de groupements qui se sont mis par des médecins et des responsables. Donc il y a la charte de Berlin aussi qui a été éditée, c'était assez récent, pour mettre en place ces pistes d'auto-responsabilité, bien sûr, et d'action, et pas que sur la santé, parce que vous l'avez vu, la santé, ça dépend aussi de beaucoup de choses autour, on vous en reparlera, de l'environnement, etc. Parce que vous savez que dans notre médecine, l'important,
voilà, il y a des signes, on fait un diagnostic. Et j'insiste beaucoup sur le diagnostic. Hein, notre doyen de la faculté de médecine, il le redit chaque fois. C'est important quand même, au départ, de faire un diagnostic. Vous avez un gros pépin de santé, c'est bien qu'un professionnel de santé établisse un diagnostic. Bon, c'est telle maladie, il y a tel déséquilibre, et puis voilà, ça va générer sans doute un traitement peut-être, enfin médicamenteux ou chirurgical, et puis après on va pouvoir peut-être proposer d'autres approches dites non médicamenteuses. Alors au départ on dit oui, il y en a énormément, 400, je crois que Grégory Guido a dit récemment qu'il y en avait 10 000, enfin bon, le nombre ne cesse d'augmenter, donc je ne vais pas... ce qu'on peut juste dire, c'est que, vous voyez, les approches sont différentes, puisqu'il y en a qui vont venir de soins dits très complets, des soins de santé, comme on peut voir par exemple en Chine, d'autres qui vont vraiment s'appuyer sur le lien corps-esprit, d'autres qui vont être des actions vraiment physiques. Hein. Par exemple, vous faites du qigong ou du yoga, c'est votre corps que vous allez remettre en mouvement. Il y en a d'autres où c'est aussi le corps, mais là vous recevez. Hein, vous êtes massé, on vous fait du shiatsu, on vous fait de l'acupuncture, voilà. Et puis il y a des substances qu'on peut vous donner qui sont voilà, des plantes, des éléments nutritionnels ou micronutritionnels. Et puis on parlait du jeûne tout à l'heure, peut-être que ça ressortira, parce qu'on commence à... Il y a des études qui commencent à dire que ça permet de faire un peu alors si c'est encadré bien sûr médicalement, un reset, c'est-à-dire qu'on met un petit peu tous les curseurs un peu au repos quelques jours, et puis l'organisme repart peut-être sur des meilleures bases. Et puis vous voyez, je vous ai mis aussi, il y a toute la créativité, hein, quelqu'un qui est pas bien, qui est soigné par une maladie et qui se sent vraiment en perte de sens et d'espoir, le fait de réveiller sa créativité, alors que ce soit en écrivant des poèmes, hein, dans la lithothérapie, en art-thérapie, en dessinant, etc., ça peut aussi contribuer à favoriser positivement notre épigénétique. Alors voilà, les Américains, notamment là c'est la roue de l'université de Duke, vous voyez, d'abord c'est une roue, hein, donc une roue a priori c'est pas statique, c'est dynamique, et puis il y a le patient au centre, et puis tout autour il y a tout ce qu'on peut lui proposer à la fois de notre médecine occidentale et puis d'autres types de prévention dites complémentaires. Alors j'insiste sur le fait que c'est pas alternatif, parce qu'alternatif ça voudrait dire autre, ça veut dire qu'on sort du système, et je pense que c'est pas juste, hein. On est très content si on a un cancer d'avoir une chimiothérapie qui marche. Mais voilà, on va pouvoir mettre en place d'autres choses et puis peut-être secondairement diminuer un petit peu la quantité de médicaments. Donc c'est une approche, cette médecine dite intégrative, c'est une approche vraiment globale et singulière de l'humain. On dit holistique. Alors il paraît que holistique ça vient de health, hein, en anglais, la santé. Donc voilà, santé globale. Bien sûr, notre alimentation, donc ça on l'a vu, mais les autres piliers, outre l'alimentation, vous l'avez entendu, c'est l'activité, ce qu'on appelle l'activité physique, hein, c'est pas le sport, c'est bouger son corps, c'est l'équilibre psycho-émotionnel, et on va vous en parler après, c'est bien sûr la relation thérapeutique et le tissu relationnel autour de nous. Tout ça, ce sont des piliers sur lesquels on va pouvoir agir. Et voilà, tout est... La prise de conscience de ce rôle alimentaire nous interpelle, comme l'a dit Mohamed, sur d'où vient cette alimentation, donc notre environnement, et d'où l'intérêt pour la biodiversité. Hein. Vous savez que quand la biodiversité s'effondre, là, notre alimentation va en pâtir, et donc nous allons en pâtir. Donc ça nous ouvre quand même sur beaucoup de réflexion, et on voit que tout est interdépendant. Alors peut-être qu'on peut rêver de passer d'un système de maladie à un système de santé. Ça c'est un vœu pieux. Et donc je disais, c'est vraiment un changement de paradigme, parce que ça va... ça nous responsabilise, excusez-moi, aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel. Donc collectif, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour faire pression peut-être sur nos élus pour que nos enfants mangent mieux dans nos cantines, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on pollue moins l'atmosphère de notre ville, et puis individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place
de me positionner en victime, c'est qu'est-ce que je mets en place moi dans ma vie ou dans mes proches ou mes enfants. Alors je reviens toujours à la pédiatrie, mais je vois, je me dis des enfants qui ont déjà les germes d'une santé catastrophique et qui ont 7, 8, 10 ans, ils n'en ont pas 18. Et je me dis, eux, ça va être des jeunes adultes malades. Donc qu'est-ce que je fais en tant qu'adulte? Et là, je fais le pont avec l'éducation. Je pense qu'on a à la fois nous à nous éduquer, parce que tout ce que nous a raconté Mohamed, c'est quand même un peu vertigineux, il faut qu'on comprenne un peu mieux tout ce qui se passe, les enjeux, mais aussi transmettre, en particulier aux familles. Moi j'entends régulièrement des mamans qui me disent « Ah oui, non, c'est très intéressant ce que vous dites, mais alors je fais quoi? Je ne sais pas quoi faire ». Donc il y a vraiment tout un travail un peu au long cours d'éducation sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors bien sûr, notre cerveau, il faut le garder actif, curieux, souple, bien sûr. Entre moi, ce que j'ai appris dans mes études de médecine il y a 30 ans et aujourd'hui, il y a eu plein de choses qui sont maintenant obsolètes, il faut le savoir. Donc rien n'est figé, tout bouge, restez curieux. Ne plus vivre hors sol, on dit qu'on est une société hors sol, vous savez, on est là, alors on est dans on fait marcher le pouce là, sur les téléphones, on est déconnecté de la nature, voilà, et peut-être revenir à être plus terrien et donc se nourrir aussi du verre et de nos campagnes, donc bien manger. L'équilibre psycho-émotionnel, ça peut être effectivement méditer, ralentir, donc ça on vous en parlera demain. Apprendre à respirer, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis cultiver les émotions positives, puisque là aussi tout à l'heure Mohamed en a parlé, si on n'est pas bien, on n'est pas bien dans notre vie, on n'est pas bien dans notre boulot, on est nulle part, on fait le lit aussi de maladie. Alors que si on fait le switch, on-off, tiens, si aujourd'hui je voyais qu'est-ce qui est positif dans ma vie et pourquoi je peux avoir de la gratitude, tout ça, ça va contribuer aussi à mettre en route nos bons gènes et nos bons ARN messagers. Voilà, donc je terminais sur le fait que voilà, il y a vraiment une curiosité à avoir. La vraie innovation aujourd'hui, à mon avis, c'est ça, c'est d'être curieux, humble, parce qu'on ne sait pas tout et on est loin de tout savoir. Je pense qu'on avance, il n'y a pas une semaine où il va sortir pas des nouvelles publications sur le fonctionnement et notamment le lien avec ces fameuses amibactéries et puis en restant humain. Donc le patient, lui, il a besoin d'être acteur, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir agir et non pas être juste passif, etc. Enfin, tout est un peu... Et le patient peut, j'insiste là-dessus, peut utiliser d'autres ressources. Moi, j'entends régulièrement des patients qui me racontent qu'ils ont dit à leur autorité, voilà, moi j'ai tel problème, mais j'ai fait... n'importe quoi, je suis allée voir ma diétiseur par exemple, et le médecin avec beaucoup de morgue, de mépris, dit oh, enfin, oui, si ça vous amuse quoi. Mais non, il faut se poser la question, ah bon, ça vous a fait du bien, pourquoi ça vous a aidé? Enfin, je veux dire, le patient peut utiliser d'autres ressources, si cette ressource-là l'aide à aller mieux, alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment un peu ouvrir peut-être notre pensée un peu unique. Bon, en même temps, et on le dira après, il faut faire attention, il faut que ce soit évalué tout ça et que ce soit bien sûr validé progressivement. Voilà, pour terminer, là je vous ai résumé que l'équilibre, ça va être l'idéal, c'est ça, c'est pas d'exclure l'un ou l'autre, mais c'est qu'il y ait l'équilibre entre d'un côté notre médecine allopathique et puis de l'autre tout ce qu'on peut faire dans notre santé, sérénité, lien avec la nature. Il y a des études qui ont montré que si on vous dose vos cellules NK, c'est-à-dire les cellules qui font le nettoyage dans le corps, on les dose et puis vous allez marcher 1 heure dans la campagne, les arbres, les petites feuilles vertes, etc. On les redose 1 heure après, c'est les Japonais qui ont fait ça, et le taux a nettement augmenté. C'est quand même, moi je trouve ça... absolument bluffant. Voilà, donc allez aussi, encouragez vos patients à se ressourcer dans la nature. Voilà, je vous remercie.